Alors, comment un pays se construit-il au juste? Ce n'est jamais un événement unique, un grand bang, c'est plutôt une série de naissances, de ruptures et même de réinventions. Aujourd'hui, on va justement explorer l'histoire de la France, non pas comme une simple frise chronologique, mais comme l'histoire de ces 4 naissances fondamentales. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Comment on fait pour bâtir un pays qui dure plus de 1000 ans? La France, de ce point de vue, c'est un cas d'étude assez fascinant. Une histoire de survie, d'adaptation et de transformation vraiment profonde. Allez, plongeons-nous là-dedans. Tout commence, bien sûr, par la première naissance, les fondations. Il s'agit de la fusion de plusieurs cultures qui va donner naissance à la toute première ébauche de la France. Il faut bien se dire que le territoire qu'on appelle la France, il est habité depuis une éternité. On a des traces humaines vieilles de plus d'1 million d'années, l'arrivée d'Homo sapiens, plus tard la domination des Gaulois celtes, et puis surtout 5 siècles de Gaule romaine. Et ça a laissé une empreinte absolument indélébile. Une langue, un droit, une administration, c'est un peu l'argile brute avec laquelle la France va être façonnée. Et puis voilà qu'un nouvel ingrédient arrive. Et pas n'importe lequel, puisque le nom même du pays, France, ne vient ni des Gaulois, ni des Romains, mais d'un peuple germanique, les Francs. Leur arrivée marque le début de la première véritable synthèse culturelle. Le point de bascule, c'est vraiment l'action de Clovis. Il unifie les tribus franques, il conquiert la majeure partie de la Gaule, mais là où il est très fort, c'est son coup politique. Son baptême catholique, vers 496, va sceller une alliance décisive entre la puissance militaire des Francs et l'élite gallo-romaine, qui, elle, tenait l'administration et l'Église. C'est le début de tout. Allez, on avance dans le temps pour la deuxième naissance. C'est un processus beaucoup plus lent cette fois. Il s'agit de forger un véritable royaume, de transformer un ensemble de terres féodales en un État qui commence à être centralisé. Pendant très longtemps, le roi, on l'appelait Rex Francorum, en latin, ce qui veut dire « roi des Francs ». Il était le roi d'un peuple, pas d'un territoire. Son pouvoir était personnel, il était lié à des serments de fidélité. Peu importait où se trouvaient ses sujets. Et puis, vers 1190, sous le règne de Philippe Auguste, un changement apparaît. Ça a l'air de rien, mais c'est une vraie révolution dans les documents officiels. Le roi devient le Rex Franciae, le roi de France. Ce changement de titre peut sembler anodin, mais en réalité, c'est une transformation fondamentale de la pensée. On passe d'un chef personnel, un chef de clan en quelque sorte, à un souverain territorial. Le roi ne règne plus seulement sur des gens, il règne sur un territoire, un royaume avec des frontières. C'est l'acte de naissance de l'État français en tant que concept. Et cette idée, elle ne reste pas juste sur le papier, bien sûr. Concrètement, sur plusieurs siècles, les rois capétiens vont la mettre en pratique. Ils rendent la monarchie héréditaire, ils placent le roi tout en haut de la pyramide féodale, ils reprennent des terres clés comme la Normandie, ils développent une administration centrale, une monnaie royale stable et, bien sûr, ils font de Paris la capitale incontestée. Petit à petit, le royaume prend forme. Et on saute encore des siècles pour arriver à la 3e naissance. Et là, attention, ce n'est plus une construction lente, c'est une rupture, brutale, violente, et qui va complètement redéfinir la nature même du pouvoir. 789. Juste une date, mais une date qui change absolument tout. La Révolution française, ce n'est pas juste une révolte, c'est un véritable séisme qui renverse un ordre qui était en place depuis 1000 ans. Première conséquence, et pas des moindres, c'est la fin de la monarchie absolue. Le pouvoir du roi, qu'on pensait de droit divin, est brisé net. Et en même temps, une nouvelle figure apparaît. On n'est plus un sujet du roi, on devient un citoyen de la nation. C'est une transformation radicale de l'identité de chacun. Et voilà, on touche au cœur du réacteur de cette 3e naissance, la souveraineté, c'est-à-dire la source de toute autorité légitime. Eh bien, elle n'appartient plus au roi, elle est transférée à la nation, au peuple lui-même. Et tout ça, c'est officialisé, gravé dans le marbre pour un texte fondamental, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle pose les grands principes, l'égalité devant la loi, la souveraineté nationale, les libertés fondamentales. Et elle met fin d'un coup aux privilèges de l'Ancien Régime. La nation moderne est née. Mais bon, proclamer une nation, c'est une chose. Lui donner un gouvernement stable, ça, c'est une autre paire de manches. La 4e naissance, c'est celle de la République moderne. Et ça a été un accouchement très long et douloureux. Franchement, il suffit de regarder la succession des régimes après 1789 pour comprendre, c'est un véritable tourbillon. Des républiques, des empires, une monarchie qui revient, tout ça en moins d'un siècle. C'est une période d'instabilité politique chronique, une recherche un peu chaotique d'un système qui puisse enfin incarner les idéaux de la Révolution. Et comme si ça ne suffisait pas, le XXe siècle arrive avec son lot d'épreuves. 2 guerres mondiales dévastatrices sur son propre sol, la fin compliquée et douloureuse de l'empire colonial, de profondes crises économiques. Tout ça a mis le modèle républicain à très rude épreuve.
Il faudra attendre 1958 finalement, avec la création de la Ve République, pour que la France trouve une forme de stabilité politique durable. C'est l'aboutissement de cette 4e naissance, la consolidation d'un État républicain, moderne, centralisé et capable de traverser les crises. Alors, au final, que retenir de toute cette histoire? Si on devait résumer, ça donnerait quoi? Ces 4 moments clés qui ont façonné la France. On a donc une première naissance issue de la fusion entre Gallo-Romains et Francs. Une deuxième, en tant que royaume unifié, qui se construit pierre par pierre. Une troisième naissance, comme une nation de citoyens souverains après la Révolution. Et enfin, une quatrième, comme une république stable, forgée à travers des siècles de conflits. D'ailleurs, il y a une citation qui résume ça parfaitement. Elle nous dit que l'organisation de l'État s'est faite par étapes, oui, mais que le serment du jeu de paume, ce fameux 20 juin 1789, c'est l'acte de naissance de l'État actuel. Ça montre bien à quel point la Révolution reste le pivot central de l'identité française moderne. Ce qui nous amène, pour finir, à une question un peu vertigineuse. Si la France est née et s'est réinventée 4 fois au cours de son histoire, à quoi pourrait bien ressembler sa 5e naissance? Ça, c'est une histoire qui reste encore à écrire.